La Russie a été coupée de Starlink, et l'Ukraine a désormais un avantage sur le champ de bataille. L'Ukraine profite de cet avantage, lance des contre-attaques et reprend du territoire, mais ce n'est pas sa vraie stratégie. Nous assistons à un changement de tactique de l'Ukraine, qui fera payer 715 000 Russes pour leurs actes dans le pays. Il ne s'agit pas seulement de reprendre du territoire, mais de renforcer les défenses pour que la Russie perde des dizaines de milliers de soldats en tentant de briser l'Ukraine. En ce moment, l'Ukraine contre-attaque les forces russes dans plusieurs régions. Cela inclut les oblasts voisins de Zaporijia et de Dnipropetrovsk, tous deux situés dans le sud-est de l'Ukraine. Pour un observateur non averti, cela semble être une tentative claire de l'Ukraine d'annuler certains des gains russes en 2025, et potentiellement préparer une contre-offensive plus large pouvant progresser dans le sud-est, percer les défenses russes et libérer une grande partie de l'Ukraine occupée illégalement par la Russie depuis une grande partie de la guerre. La Russie ayant perdu l'accès à Starlink, c'est le moment pour l'Ukraine de contre-attaquer. L'Ukraine agit ainsi, mais pas forcément pour les raisons attendues. Nous allons expliquer quel est le véritable objectif de l'Ukraine dans quelques minutes. Revenons fin janvier, lors d'une attaque russe qui a bouleversé le champ de bataille. Le 27 janvier, le Guardian a rapporté que des drones russes avaient frappé un train de passagers dans le nord-est de l'Ukraine. Ce n'était pas une frappe militaire, mais une attaque terroriste ayant causé 5 morts dans la région de Kharkiv. Dans n'importe quel pays, une frappe de drone sur un train de passagers serait considérée exactement de la même manière, purement comme un acte terroriste. Il n'y a pas, et il ne peut pas y avoir de but militaire à cela. C'est justement indigné le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, après la frappe. Le monde a pris note de la dernière atrocité russe, et un homme en particulier a décidé qu'il était enfin temps d'agir après l'attaque brutale de la Russie contre les civils ukrainiens. Elon Musk a ordonné à SpaceX de couper l'accès de la Russie au satellite Starlink, que les forces de Poutine avaient probablement utilisé pour attaquer le train. Il semble que les terminaux Starlink de l'Ukraine aient été ajoutés à la liste blanche, garantissant ainsi qu'ils pouvaient être utilisés normalement. Ceux de la Russie, en revanche, ont soit été placés sur une liste noire, soit sont désormais signalés comme des terminaux illicites lorsque la Russie tente de les utiliser. Cette seule action a semé le chaos dans les rangs russes. Comme l'explique David Ambling, écrivant pour Forbes le 6 février, les effets sur les Russes ont été catastrophiques. Certaines unités signalent une perte de 90% de leur communication Internet. Une vague de tirs amis aurait eu lieu, les Russes peinant à distinguer alliés et ennemis. Le commandement des forces russes a été paralysé dans de nombreuses régions d'Ukraine, car les terminaux Starlink sont devenus inutilisables. Les soldats russes se tirent dessus, se perdent en Ukraine et s'effondrent sur tout le front. La coupure de Starlink a facilité ce que fait actuellement l'Ukraine. Selon United 24, le 11 février, la coupure de Starlink a rendu les troupes russes vulnérables aux contre-attaques ukrainiennes. Toute alternative que la Russie tente de déployer est mal préparée, et loin d'être assez efficace pour compenser la perte de Starlink. Même les blogueurs militaires russes disent que la perte de Starlink a affaibli les positions russes en première ligne. Les communications et la gestion du champ de bataille étant devenues presque impossibles, l'Ukraine en profite en avançant vers certaines des positions russes les plus vulnérables. David Axe rapporte dans un article du 11 février pour Euromaidan Press que l'Ukraine a rassemblé ce qu'il appelle une puissante force de troupes d'assaut ukrainienne. Ces soldats sont soutenus par des moyens mécanisés, notamment des chars et des véhicules de combat d'infanterie fabriqués aux États-Unis, que l'Ukraine utilise aux côtés de véhicules blindés de transport de troupes suédois. Soutenus par ces blindés, les troupes d'assaut ukrainiennes reprennent certaines zones occupées du sud-est. Les forces d'assaut ukrainiennes ciblent surtout le No Man's Land des régions de Dnipropetrovsk et Zaporijia. Ils visent à éliminer les petits groupes d'infiltrés russes ayant pénétré ces zones, transformant ainsi des zones grises en territoires sous contrôle total de l'Ukraine. Restez avec nous, nous détaillerons ces objectifs plus tard. Nous avons déjà vu l'Ukraine réaliser des avancées importantes à Zaporijia au cours de la semaine dernière environ. Le 11 février, The New Voice of Ukraine a indiqué que les forces ukrainiennes ont repoussé les infiltrés russes du village de Kozybseva, dans l'oblast de Zaporijia. Les soldats menant des opérations de recherche et de frappe dans la région ont réussi, selon le média, et la localité est désormais sous le contrôle de l'Ukraine. Ceci a été l'aboutissement d'une campagne de plusieurs jours, permettant à l'Ukraine de reprendre plusieurs villages dans la région de Zaporijia, dont Ternovata et Pridorojna. Ces villages ont été libérés entre le 8 et le 11 février, illustrant encore la perte préjudiciable de Starlink pour les forces russes, privées de communication avec leur centre de commandement. Les soldats russes, déjà envoyés dans les zones de mort créées par les drones ukrainiens, sont désormais perdus et isolés
sans issue ni information sur l'arrivée de renforts. Visiblement paniqués par cette situation, tout ce que les infiltrés peuvent faire, c'est se terrer et espérer que leurs camarades arrivent avant que l'Ukraine ne les trouve. L'Ukraine a saisi l'opportunité offerte par Starlink pour reprendre une partie de son territoire au sud-est, et elle atteint plusieurs objectifs immédiats en le faisant. Le premier objectif, comme déjà mentionné, est de débarrasser le sud-est des infiltrés responsables de nombreux problèmes depuis 2025. La Russie adapte ses tactiques depuis des mois, après avoir perdu des milliers de chars et blindés contre l'Ukraine. Les assauts mécanisés massifs observés au début de la guerre ont en grande partie laissé place à une stratégie d'infiltration qui, dans certains cas, a même vu des soldats russes s'introduire en territoire ukrainien pour se déguiser en civils ukrainiens. Cette tactique s'appelle la perfidie, un crime selon le droit international humanitaire. Elle permet aux soldats de tendre des embuscades et provoque une confusion entre combattants et non-combattants. Cela peut conduire à des tragédies, car les civils courent un risque accru d'être pris pour cible. Ceci suffit amplement à l'Ukraine pour vouloir éliminer les infiltrés. Et si l'on ajoute à cela le fait que la Russie a connu un certain succès avec cette stratégie, du moins dans le sens où elle a réussi à infiltrer des soldats sur le territoire ukrainien, et à prétendre à tort que ce territoire est entièrement occupé, l'Ukraine a tout intérêt à profiter de l'affaiblissement russe causé par la coupure de Starlink pour gérer les infiltrés. Elle fait exactement cela. Atteindre cet objectif prépare autre chose qu'une nouvelle avancée sur le territoire occupé. Comme le rapporte Axiom, les troupes russes, dirigées par la 127e division de fusiliers motorisés du pays, progressaient lentement mais sûrement sur l'axe Dnipropetrovsk-Zaporizhia, avant que l'hiver ne les ralentisse. Dans le cadre de cette avancée, la Russie était même parvenue à capturer la ville de Ouliaïpol, un nœud logistique ukrainien, après avoir forcé la retraite des forces ukrainiennes à la fin du mois de décembre. La Russie occupe maintenant des positions sur environ 30 km du nord de Ouliaïpol à Pokrovsk, dans la région de Donetsk, et ses forces utilisent des tactiques d'infiltration. On parle désormais d'une zone grise, c'est-à-dire un no man's land, s'étendant parallèlement à la rivière Haïtchour, dans le sud-est de l'Ukraine, que la Russie remplissait d'infiltrés, comme ceux que nous avons mentionnés plus tôt, transportant des provisions limitées, et essayant de se déplacer aussi rapidement que possible. Pour éviter les drones ukrainiens, ces infiltrés employaient Starlink pour naviguer dans la zone grise, semant le chaos en étirant les défenses ukrainiennes. Maintenant, Starlink a disparu. Pour ces infiltrés, ils sont coincés dans la zone grise, et ils tombent un à un face aux forces d'assaut ukrainiennes. Au prix d'au moins un char Abrams M1A1, donné par l'Australie, et d'un véhicule blindé de transport de troupes PBV 302, d'origine suédoise. Les troupes d'assaut ont vite chassé les infiltrés russes de 5 localités, y compris certaines de l'autre côté de la Haïtchour, souligne Axe. En d'autres termes, les zones grises ne sont plus grises, elles appartiennent à l'Ukraine. Et c'est ce qui va mener à la nouvelle stratégie qui va user les 715 000 soldats que la Russie a maintenant en Ukraine. Nous allons bientôt voir en quoi consiste cette nouvelle stratégie. Avant cela, bienvenue dans l'émission militaire. Nous offrons une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous et gardez une longueur d'avance. Donc, la nouvelle stratégie consiste à stabiliser le sud-est de l'Ukraine, au lieu de chercher à gagner plus de terrain. L'un des plus grands problèmes de l'Ukraine dans les territoires du sud-est, c'est que les fortifications étaient relativement faibles lors de l'invasion russe, et elles ne se sont pas beaucoup améliorées depuis. En mai 2024, nous avons vu l'impact de ces fortifications faibles, après la chute d'Avdiivka, dans la région de Pokrovsk. Selon AP News, les soldats ukrainiens ont dénoncé le manque de lignes défensives derrière cette ville. C'est probablement une des principales raisons pour lesquelles la Russie, après s'être emparée d'Avdiivka, a pu si rapidement lancer ses assauts sur la ville de Pokrovsk. Batiar, qui est un commandant d'unité et qui s'est exprimé auprès de l'AP News, a résumé le problème de manière succincte. Batiar a déclaré aux médias qu'il fallait accélérer la construction des fortifications pour pouvoir se replier vers une position préparée, ajoutant qu'elle restait insuffisante. La situation était déjà assez grave. Ce professeur de sciences politiques à l'Université nationale de Kiev, Académie Mohyla, Taras Kuzio, a rédigé un article entier pour The New Voice of Ukraine, en avril 2025, dans lequel il posait la question de savoir qui était responsable de la perte du sud-est de l'Ukraine. Kuzio a attribué au moins une partie de la responsabilité de la chute du sud-est de l'Ukraine à l'Ukraine elle-même, affirmant que Zelensky était responsable d'avoir ignoré l'infiltration d'agents russes au SBU et d'avoir nommé Ivan Bakanov, sans expérience dans le renseignement, à sa tête, pour avoir été naïf sur Vladimir Poutine, surtout en 2019 et sur l'impérialisme russe. Zelensky n'a pas mis en place de défense suffisante sur la ligne Kherson-Crimée, omettant notamment d'installer des champs de mines, selon Kuzio.
En d'autres termes, l'Ukraine n'avait pas fait assez pour se préparer à ce que Poutine avait essentiellement annoncé au pays après l'annexion de la Crimée et de certaines parties de la région du Donbass en 2014. Malheureusement, l'Ukraine a payé le prix de la perte de vastes territoires dans le sud et le sud-est. Cela ramène à l'objectif réel, derrière les contre-offensives ukrainiennes contre la Russie dans le sud-est. Ces offensives ne visent pas à reprendre de vastes territoires. Franchement, l'Ukraine n'a pas les effectifs nécessaires pour inverser les gains considérables que les forces de Poutine ont réalisés lors des premières étapes de l'invasion. L'Ukraine dispose de suffisamment de soldats pour repousser les infiltrés russes hors des zones grises à Zaporizhia et Dnipropetrovsk. C'est exactement ce qu'elle fait pour transformer ces zones grises en territoires ukrainiens fortifiés. La Russie devra y envoyer d'innombrables soldats si elle veut avoir une chance d'avancer à nouveau. C'est brillant. De la part de l'Ukraine. Sa stratégie vise à épuiser l'ennemi par la défense, sans risquer ses soldats dans des offensives majeures. L'analyste militaire français Clément Mollan a décrit ses observations dans le sud-est de l'Ukraine dans une publication sur X. Certains évoquent Ouspanivka comme objectif, ce qui indiquerait une zone difficile d'accès pour la Russie. Malgré l'impact cartographié, Mollan doute que cela arrive. La priorité est de sécuriser l'accès à la rivière Haïchur et à Pokrovsk. Cela fera gagner du temps pour renforcer les fortifications régionales. C'est la stratégie majeure de l'Ukraine pour renforcer ses défenses fragiles dans le sud-est, en transformant les anciennes zones grises, où la Russie utilisait Starlink, en zones de destruction éliminant les soldats russes qui tentent d'y entrer ou de les traverser. Ce n'est peut-être pas ce à quoi on s'attend après ce qu'a fait l'Ukraine, mais cette stratégie causera des pertes énormes russes. Et c'est pourquoi, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, le Kremlin se prépare à une nouvelle offensive estivale qui ressemblera à celle que nous avons vue en 2025. L'offensive n'a pas pris Pokrovsk, objectif stratégique principal. Nous pouvons donc supposer que cette nouvelle offensive impliquera que la Russie tente d'occuper cette ville avant de mener une avancée plus profonde dans le Donetsk, ce qui montre que Poutine n'a aucune intention de mettre fin à la guerre qu'il a commencée, malgré ses affirmations contraires. L'offensive estivale visera Sloviansk, Kramatorsk et Orikiv-Zaporizhia, surtout dans les zones grises récemment reprises et fortifiées par l'Ukraine. Cependant, si l'on en croit Milan, un problème commence déjà à se former avec cette stratégie. Comme l'explique l'ISW, le commandement militaire russe prévoirait de déployer ses réserves stratégiques, probablement limitées, lors d'une offensive prévue à l'été 2026 dans le sud et ou l'est de l'Ukraine. Le mot clé est limité. La Russie prépare une nouvelle offensive alors que ses réserves sont presque épuisées. Et ceux que la Russie va envoyer en Ukraine lors de cette offensive seront probablement les soldats les moins qualifiés. Selon United 24, le 10 février, les soldats russes ne s'entraînent plus que 10 jours avant d'être envoyés en première ligne comme chair à canon. En bref, dans la guerre de Poutine, la Russie n'a plus de soldats expérimentés ou compétents. Ils envoient de la chair à canon, dont beaucoup sont déjà décimés face aux défenses ukrainiennes à Pokrovsk. C'est là qu'intervient la nouvelle stratégie de fortification de l'Ukraine. L'Ukraine pourrait attaquer ses forces faibles et probablement progresser un peu. Mais il y a tout de même 715 000 Russes en Ukraine. Même avec les soldats les plus expérimentés, l'Ukraine reste en net désavantage en effectifs. Cela entraînerait de lourdes pertes des deux côtés si elle lançait une contre-offensive à grande échelle. L'Ukraine veut que les pertes soient d'un seul côté. La seule façon d'y parvenir est de créer de nouvelles fortifications après avoir libéré des zones clés dans le sud-est du pays. Selon le Defense Post, dans un article du 29 janvier, l'Ukraine travaille déjà à ce que nous voyons actuellement. L'association ukrainienne des promoteurs a déjà construit environ 2 km d'infrastructures défensives le long du front Est, reliant 12 positions souterraines par des voies de communication. Le tout dans le but de renforcer les défenses de l'Ukraine. Bien qu'on ne sache pas si quelque chose de similaire sera construit dans les zones grises contrôlées par l'Ukraine, il est presque certain que nous verrons des tranchées creusées, des dents de dragon installées, des mines posées et des barbelés dispersés partout. Et bien sûr, les inévitables drones FPV qui transformeront la région en zone de mort. Ce sont des fortifications renforcées, inédites jusque-là. En 2025, l'Ukraine a compris qu'elle permettait d'infliger d'importantes pertes à la Russie. L'Atlantic Council note: un changement notable dans la défense de l'Ukraine a commencé à apparaître en 2025. L'Ukraine érige de petites fortifications pour canaliser les soldats russes vers des zones ciblées sur les collines, où ils sont attaqués par drones et artillerie. En créant des points d'étranglement, l'Ukraine cherche à maximiser les pertes russes et à exploiter ses avantages défensifs dans une guerre d'usure.
L'Ukraine prévoit sans doute d'appliquer cela à Zaporijia et Dnipropetrovsk, sachant que cette méthode sera efficace. 2025 a été une année terrible pour les soldats russes. La stratégie de Poutine, la majeure partie de l'année, était simplement d'envoyer des soldats contre les défenses ukrainiennes en espérant leur effondrement. Nous avons vu comment cela s'est passé à Pokrovsk, puisque la Russie a plus de 6 mois de retard pour prendre cette ville selon ce que Poutine voulait. À la fin de l'année, la Russie avait subi environ 415 000 pertes sur le champ de bataille, selon The National Interest. Tout cela en échange d'une infime partie du territoire ukrainien. Voilà l'impact qu'ont les fortifications de l'Ukraine. Le début de l'année 2026 n'a pas été meilleur pour la Russie, selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky. La Russie a perdu 31 700 soldats en janvier, soit environ 9 000 de plus que le nombre de recrues que le pays a pu mobiliser. L'Ukraine vise aussi à porter ces chiffres à 50 000 par mois, ce qui mènera à l'anéantissement de la Russie. Face aux 715 000 soldats que la Russie a en Ukraine, ce que nous voyons maintenant à Zaporijia et Dnipropetrovsk, en Ukraine, s'appuie sur une stratégie dont elle sait qu'elle fonctionnera. La Russie n'a pas de plan B. Elle a à peine un plan A pour l'Ukraine. C'est un cas de « s'ils le construisent, les Russes viendront ». Ce sont des fortifications mortelles. Les Russes qui y entreront ne reverront jamais la lumière du jour. Certains, comme Seth G. Jones, président du département défense et sécurité à la chaire Harold Brown du CSIS, affirment que la Russie tente depuis longtemps de cacher ses pertes réelles. Selon un rapport distinct, le CSIS estime possible que la guerre en Ukraine fasse jusqu'à 2 millions de victimes des deux côtés. La Russie subira le plus de pertes, car elle attaque tandis que l'Ukraine, grâce à sa nouvelle stratégie, défend plus efficacement que jamais. La seule tactique qu'il reste à Poutine est d'envoyer de la chair à canon en Ukraine, à Zaporijia et Dnipropetrovsk. Cette chair à canon va affronter des fortifications renouvelées qui la détruiront. Avec Starlink toujours hors service et aucun remplaçant, il est probable que l'Ukraine progresse dans les prochaines semaines, soutenant sa nouvelle stratégie de fortification. 2026 ne sera pas l'année de la victoire de la Russie. Ce sera l'année où 715 000 soldats russes paieront pour les échecs de Poutine. Nous constatons aussi en Ukraine un changement d'état d'esprit dans l'armée. Autrefois concentrée sur sa survie, l'Ukraine est désormais prête à prendre l'initiative contre la Russie, ce qui menace les forces affaiblies de Poutine. Regardez notre vidéo pour comprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses sur les stratégies de combat de l'Ukraine. Et merci d'avoir regardé.